L'horloge indiquait 3 heures du matin quand les sirènes de police ont déchiré le silence du quartier, cette nuit du 7 octobre 1995. J'avais alors 67 ans. Et cette nuit-là, j'allais mourir des mains de mes propres enfants si ce n'avait été l'intervention d'Odette, ma voisine insomniaque de 78 ans. Je m'appelle Hélène Mathieu-Dupont. Aujourd'hui, à 94 ans, avec le poids de presque un siècle de vie sur mes épaules, je peux enfin raconter en détail l'histoire qui, pendant des décennies, n'a été qu'un murmure déformé dans les journaux à sensation et dans les cercles de commérage de Saint-Étienne-du-Rouvray, dans la campagne normande. Je suis né en 1929 dans une grande propriété rurale, près de la frontière belge. Mon père, descendant d'immigrants alsaciens, avait bâti un petit empire avec la production de textiles et le commerce de bétail. Ma mère, fille de propriétaires terriens de la région, avait apporté en dot des terres qui avaient pratiquement doublé le patrimoine familial. J'ai grandi comme une enfant privilégiée, avec une éducation privée, des leçons de piano et d'anglais, entourée de domestiques et du respect révérentiel que l'argent impose dans les petites communautés rurales. À 19 ans, j'ai épousé Édouard, fils d'un prospère négociant portugais de la capitale. Le mariage, en partie arrangé par nos parents en vue d'avantages commerciaux mutuels, ne fut pas d'abord un mariage d'amour. Mais avec le temps, nous avons développé un respect profond et finalement une affection sincère l'un pour l'autre. Édouard était un homme travailleur, honnête et ambitieux, qui a su multiplier l'héritage qu'il avait reçu et bâtir sa propre réputation dans les affaires. Notre famille s'est agrandie rapidement. En 1950, notre fils aîné, Richard, est né. 2 ans plus tard, vint Antoine. Et finalement, en 1957, alors que nous avions déjà renoncé à agrandir la famille, j'ai été surprise par la grossesse de Paul, notre Benjamin. 3 garçons en bonne santé, élevés avec tout le confort que notre situation financière privilégiée permettait. Nous étions ce que beaucoup appelleraient une famille modèle. J'ai élevé mes fils avec des valeurs solides, de la discipline et de l'amour. Édouard était un père présent malgré les longues heures consacrées aux affaires. Nous fréquentions l'église le dimanche, les garçons étudiaient dans les meilleures écoles, nous passions les étés dans notre maison au bord de la mer et les hivers dans la station de ski à Chamonix. Les voisins nous admiraient, les parents nous enviaient discrètement, et les photos de Noël que nous envoyions chaque année montraient des sourires parfaits devant l'arbre soigneusement décoré. Mais sous cette surface polie, comme dans tant de familles d'apparence impeccable, courait un courant souterrain trouble que je refusais de voir. Richard, notre aîné, a très tôt montré une ambition qui frôlait l'obsession. Intelligent et calculateur, il avait incontestablement du talent pour les affaires, mais il manifestait une froideur émotionnelle qui parfois m'effrayait. À 12 ans, il négociait déjà avec ses camarades d'école de manière à toujours sortir gagnant. À 16 ans, il a convaincu son père de lui laisser gérer une petite partie des investissements familiaux et il a triplé la valeur en moins d'1 an. « Tu as élevé un génie financier », disait Édouard avec fierté, sans remarquer l'éclat inquiétant dans les yeux de son fils quand on parlait d'argent. Antoine, le cadet, a grandi dans l'ombre de son frère aîné. Moins brillant académiquement, il compensait par du charme et des compétences sociales. Il était beau, sportif et populaire, mais profondément insécure. Il cherchait constamment l'approbation, principalement celle de son père, qui comparait discrètement mais régulièrement les 2 fils, toujours au détriment d'Antoine. Avec le temps, cette insécurité s'est développée en une colère silencieuse qui se manifestait par des épisodes d'agressivité suivis de remords dramatiques et de promesses de changement. Paul, le Benjamin, a été le plus affecté par la dynamique familiale. Sensible et introspectif, il a grandi en observant la compétition voilée entre ses frères aînés et le favoritisme presque imperceptible d'Édouard pour Richard. Il a trouvé refuge dans les livres, puis dans les arts, et finalement dans des philosophies alternatives de plus en plus obscures. À 15 ans, il s'est déclaré végétarien. À 18 ans,
il a abandonné la faculté de droit que son père avait insisté qu'il suive pour trouver son propre chemin spirituel. À 20 ans, il est revenu d'un voyage en Inde transformé, parlant d'énergie, de rituels et de dimensions au-delà du matériel. Édouard a réagi à ces différences de la manière typique de sa génération, avec une autorité incontestable pour Richard, une critique constante pour Antoine et un mélange de déception et de distance pour Paul. Moi, de mon côté, j'essayais d'équilibrer cette équation impossible, être la médiatrice, la pacificatrice, la mère qui aimait également des fils si différents. Paul est resté en marge, vivant de son héritage et s'immergeant de plus en plus dans des études ésotériques. Moi, à 49 ans, veuve et financièrement à l'aise, je me suis consacrée à des œuvres caritatives, à des voyages qu'Édouard avait toujours reportés, et à l'espoir de voir mes fils surmonter leurs différences et construire des vies épanouies. C'était un espoir vain, comme le temps le démontrerait. En 1978, alors que les garçons étaient déjà adultes, Richard avec 28 ans, Antoine avec 26 et Paul avec 21, Édouard a subi un infarctus massif pendant une réunion d'affaires. Il est mort avant même d'arriver à l'hôpital. Son testament, comme prévu, partageait le patrimoine en 4 parts égales, une pour moi, sa veuve, et une pour chacun des fils. La mort d'Édouard fut le premier séisme dans la structure de notre famille. Le second est venu avec la lecture d'un codicile au testament, une lettre personnelle où mon mari exprimait son souhait, non juridiquement contraignant, mais moralement significatif, que Richard assume la gestion générale des affaires de la famille. Je fais confiance à la capacité de Richard pour préserver et multiplier le patrimoine que nous avons construit, écrivait Édouard. Je crois qu'Antoine et Paul bénéficieront des conseils de leur frère aîné dans les affaires financières. Ces mots, lus à haute voix par l'avocat de la famille dans notre solennel bureau à domicile, ont semé la graine de la discorde qui, des années plus tard, fleurirait en un plan macabre. À l'époque, cependant, les garçons ont accepté avec une apparente résignation la volonté de leur père. Richard a pris la gestion des entreprises avec l'efficacité calculée qui le caractérisait. Antoine est entré dans l'équipe commerciale où son charisme naturel le rendait exceptionnellement performant. Les années suivantes ont été témoins de changements graduels mais significatifs dans la structure des affaires et dans la relation entre les frères. Richard, habile comme toujours, a commencé à concentrer de plus en plus de pouvoir entre ses mains. Des entreprises ont été restructurées, des participations ont été réorganisées et lentement, le contrôle effectif sur le patrimoine de la famille est passé des 4 parts égales prévues dans le testament à une configuration où Richard avait le dernier mot sur pratiquement tout. Antoine, initialement favorisé par ce nouvel arrangement grâce aux généreuses commissions qu'il recevait, a commencé à réaliser que son influence réelle était minime. Ses idées étaient poliment écoutées et systématiquement ignorées par Richard. Les tentatives d'obtenir plus d'autonomie dans son domaine étaient subtilement sabotées. Et quand il demandait l'accès à des informations financières détaillées sur l'entreprise ou sa propre participation, il recevait des rapports complexes et opaques qui éclaircissaient peu. Paul, quant à lui, s'est éloigné encore plus. Il a vendu sa participation dans plusieurs des entreprises familiales pour financer un centre d'études spirituelles à la campagne. Une retraite isolée où il recevait des disciples intéressés par ses théories de plus en plus excentriques sur les énergies cosmiques, les rituels de purification et la communication avec des entités d'autres plans. Ce qui avait commencé comme un petit groupe d'études a progressivement acquis les caractéristiques d'un culte centré sur la figure charismatique de mon fils cadet. J'observais ces développements avec une inquiétude croissante, mais je me disais toujours que c'était juste des phases, des ajustements normaux après la perte du patriarche. Quand Richard a insisté pour que je lui transfère aussi la gestion de ma part de l'héritage pour simplifier l'administration, j'ai consenti après quelques hésitations. Quand Antoine a commencé à montrer des signes d'alcoolisme, je l'ai attribué au stress du travail
et aux pressions de son récent divorce. Quand Paul a commencé à parler d'ascension spirituelle et de libération du plan matériel, j'ai considéré que c'était simplement un autre développement de ses recherches philosophiques. J'étais aveugle à ce qui se passait réellement. Aveuglé par l'amour maternel, par le déni, peut-être par une réticence à voir à quel point mes fils s'étaient éloignés des valeurs que j'avais essayé de leur inculquer. En 1990, 15 ans après la mort d'Édouard, ma situation financière avait considérablement changé. Je vivais encore confortablement dans notre grande maison à Saint-Étienne-du-Rouvray, mais j'avais perdu le contrôle et même la compréhension claire d'une grande partie du patrimoine qui devrait être le mien. Richard gérait tout, me remettant une pension généreuse, mais clairement inadéquate, compte tenu de la valeur totale des biens. Quand j'ai questionné cela, on m'a gentiment rappelé que les affaires étaient difficiles en raison de la récession économique et de la situation du pays. C'est durant cette période que j'ai déménagé dans une maison plus petite, encore élégante, mais sensiblement moins précieuse que notre ancien manoir. Richard a expliqué que ce serait plus pratique pour une dame qui vivait seule et que la vente de la maison principale permettrait des investissements qui assureraient mon avenir. J'ai accepté, en partie parce que cela avait du sens, en partie parce que j'étais fatiguée d'habiter seule ces pièces pleines de souvenirs. Mes nouveaux voisins étaient, pour la plupart, des professionnels accomplis et des retraités de classe supérieure. Parmi eux se trouvait Odette Mercier, une veuve comme moi, ancienne professeure d'université, avec un doctorat en littérature comparée. Odette souffrait d'insomnie chronique, passant une grande partie des nuits à lire sur sa véranda, qui était adjacente à mon salon. Nous avons développé une amitié proche, basée sur des intérêts communs et des expériences similaires. Peu à peu, j'ai commencé à lui faire suffisamment confiance pour partager certaines de mes préoccupations sur les chemins que mes fils prenaient. Richard devient de plus en plus contrôlant, ai-je confessé lors d'un thé de l'après-midi. La semaine dernière, quand j'ai demandé un relevé complet de mes comptes, il m'a dit que je n'avais pas besoin de me préoccuper de ces détails à mon âge. Odette, avec la perspicacité de quelqu'un qui a passé sa vie à analyser des textes et des sous-textes, a immédiatement levé un sourcil. « Et vous avez accepté cela ? Hélène, vous avez 63 ans, pas 93. Votre fils n'a pas le droit de vous traiter comme une enfant incapable. » Cette conversation a planté une graine d'inquiétude en moi. Dans les semaines suivantes, j'ai commencé à prêter plus d'attention au schéma de comportement de mes fils. Richard, qui me rendait rarement visite auparavant, a commencé à apparaître hebdomadairement, toujours avec un document à signer pour moi, une simple formalité maman, que je signais par confiance et commodité, sans lire attentivement. Antoine, maintenant clairement alcoolique et avec des difficultés financières après son second divorce, a commencé à solliciter des prêts fréquents que Richard gérait et déduisait de ma pension. Les rares fois où les deux frères se rencontraient en ma présence, la tension était palpable. Paul, que je voyais moins d'une fois par an, est étonnamment apparu pour une visite en août 1995. Il était visiblement plus mince, avec un éclat fiévreux dans les yeux, parlant rapidement d'une révolution spirituelle imminente et de la façon dont sa communauté se préparait à transiter vers le prochain niveau de conscience. Durant cette visite, Paul a fait quelque chose d'inhabituel. Il m'a demandé de visiter sa retraite spirituelle. « Maman doit connaître mon travail », a-t-il insisté. « Nous entrons dans une période décisive et il serait important que maman soit présente pour un rituel spécial que nous préparons. » Sur le moment, j'ai interprété l'invitation comme une ouverture, une tentative de reconnexion de la part du fils qui s'était tant éloigné de la famille. J'ai accepté, promettant de visiter son centre dans les semaines à venir. La réaction de Richard quand j'ai mentionné l'invitation fut étonnamment négative. « Maman, s'il te plaît, ne va pas dans cet endroit. Paul est complètement déconnecté de la réalité. Ce n'est pas un centre spirituel, c'est une secte. Il est devenu une personne dangereuse. »« Tu exagères, ai-je répondu. Paul a toujours été différent,
plus sensible, plus spirituel. Cela ne fait pas de lui quelqu'un de dangereux. Tu ne sais pas la moitié de ce qui se passe dans cet endroit, a insisté Richard. Il y a des rumeurs de rituels étranges, d'usage de substances hallucinogènes. Certains de ses disciples ont abandonné leur famille, ont tout donné au maître Paul. Ces accusations me semblaient absurdes, exagérées par l'antipathie mutuelle que mes fils avaient développée au fil des ans. Néanmoins, l'intensité de la réaction de Richard m'a laissé inquiète. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une visite conjointe de Richard et Antoine. Quelque chose de si inhabituel que cela m'a immédiatement mise en alerte. Ils se sont assis formellement dans le salon, comme des cadres en réunion d'affaires. « Maman » a commencé Richard. « Nous sommes préoccupés pour toi. Ta santé, ta sécurité, ton bien-être financier. »« Je vais parfaitement bien. » ai-je répondu, confuse. Mon dernier bilan de santé était excellent. Et financièrement, eh bien, tu gères tout toi-même, Richard. S'il y avait un problème, tu le saurais avant moi. Ce n'est pas tout à fait ça, est intervenu Antoine étonnamment sobre. Il y a des complications dont tu n'es pas au courant, des investissements qui ont mal tourné, d'anciennes dettes qui sont apparues. Richard a lancé un regard d'avertissement à son frère avant de reprendre le contrôle de la conversation. Ce qu'Antoine essaie de dire, c'est que la situation financière n'est pas aussi stable que nous le souhaiterions. Mais nous avons une solution. La solution, ont-ils expliqué, impliquait la vente de la maison où je vivais et mon déménagement vers une résidence exclusive pour personnes âgées à Paris. La valeur de la vente serait investie pour garantir des revenus stables et j'aurais tout le confort et une assistance médicale permanente. Mais je n'ai pas besoin d'assistance médicale permanente, ai-je protesté. Et j'aime ma maison, mes voisins. Pourquoi devrais-je déménager? C'est préventif, maman, a insisté Richard. Tu vas très bien maintenant, mais personne ne sait comment tu seras dans 1 an ou 2. Mieux vaut faire cette transition pendant que tu es en forme et que tu peux t'adapter facilement. Il y avait quelque chose dans leur façon de parler. Un sous-texte, une urgence mal dissimulée qui a déclenché mes alarmes internes. J'ai demandé du temps pour réfléchir, une requête qui les a visiblement mécontentés, mais qu'ils ne pouvaient pas refuser ouvertement. Le lendemain matin, j'ai cherché Odette et lui ai rapporté la conversation. Mon amie a écouté attentivement, posant des questions occasionnelles, son visage académique se plissant de concentration. « Hélène, a-t-elle finalement dit, je pense que tu dois découvrir exactement quelle est ta situation financière réelle avant de prendre une décision. Pas à travers tes fils, mais directement. » Suivant son conseil, j'ai pris rendez-vous à la banque où nous avions des comptes depuis des décennies. Là, j'ai découvert que mon nom avait été retiré comme titulaire de plusieurs comptes et investissements, ne restant que comme bénéficiaire en cas de décès de Richard. Le directeur, visiblement mal à l'aise, m'a montré des documents portant ma signature, autorisant ces changements, signature que j'ai vaguement reconnue sur des papiers que j'avais signés à la hâte au fil des ans. J'ai confronté Richard cet après-midi même, exigeant des explications. Sa réaction initiale fut la surprise, rapidement suivie d'un calme contrôlé, que je reconnais maintenant comme manipulateur. « Maman, c'était tout pour protéger ton patrimoine. Question fiscale, successorale. Tu as signé parce que tu me faisais confiance, et je ne trahirai jamais cette confiance. Tout ce que j'ai fait était pour le bien de la famille. » « Le bien de la famille ou ton propre bien, Richard ?» ai-je répliqué avec une froideur qui l'a surpris. « Je veux que tout soit remis à mon nom d'ici 1 semaine, où je consulterai un avocat. » Quelque chose s'est assombri dans ses yeux, une colère primitive rapidement masquée par un sourire conciliant. « Bien sûr, maman. Si c'est ce que tu souhaites, je m'en occuperai immédiatement. » Dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu des visites séparées de chacun de mes fils. Antoine, visiblement nerveux et ayant besoin d'un verre qu'il a refusé quand je l'ai offert, a insisté sur le fait que je devrais faire confiance à Richard, que son frère savait ce qu'il faisait et que cette méfiance soudaine était en train de détruire la famille. Paul, étonnamment,
est apparu le jour suivant. Il n'a pas mentionné le centre spirituel ni la visite prévue. Au lieu de cela, il a longuement parlé de transition, de libération et de comment je semblais attachée à des préoccupations matérielles. Maman devrait se concentrer sur la préparation spirituelle, a-t-il dit, ses yeux inquiétants fixés sur les miens. Les biens matériels sont transitoires. Ils créent seulement des liens qui nous empêchent d'évoluer vers le niveau suivant. Si vous suivez cette histoire jusqu'à présent, laissez votre like et dites dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Votre interaction aide ce récit à atteindre plus de personnes qui pourraient faire face à des situations similaires, même si elles ne perçoivent pas les signes de danger. Ce fut une semaine de tension croissante. Richard n'a plus mentionné le transfert des biens à mon nom, détournant la conversation chaque fois que j'essayais d'y revenir. Antoine téléphonait quotidiennement, alternant entre des appels émotionnels pour que je ne divise pas la famille et des récriminations voilées que je ne leur avais jamais fait confiance. Paul avait de nouveau disparu dans sa retraite, laissant seulement une invitation formelle à un rituel de transcendance qui aurait lieu bientôt. Le vendredi de cette semaine-là, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu. C'était le docteur Martin, mon médecin de longue date, disant que Richard avait demandé une évaluation de ma capacité cognitive. Votre fils a exprimé des inquiétudes concernant de possibles signes de démence naissante, a expliqué le médecin, clairement mal à l'aise. Il a mentionné des épisodes de paranoïa, de méfiance injustifiée, d'accusations sans fondement. J'étais stupéfaite. Richard essayait de me faire déclarer mentalement incapable pour maintenir le contrôle sur mes biens. La stratégie était aussi transparente que cruelle. « Docteur Martin ?» ai-je répondu avec un calme que je ne ressentais pas. « Je n'ai aucun symptôme de démence et vous le savez d'après mon dernier examen il y a 3 mois. Ce qui se passe est une tentative de manipulation de la part de mon fils après que j'ai questionné la disparition d'une partie significative de mon patrimoine. Le médecin qui me connaissait depuis plus de 2 décennies a semblé soulagé par ma lucidité. Nous avons convenu d'une consultation formelle pour le lundi suivant qui apaiserait les inquiétudes de mon fils. Ce soir-là, j'ai rapporté les derniers événements à Odette pendant un dîner chez elle. Mon amie a tout écouté avec une alarme croissante. « Hélène, cela devient dangereux, m'a-t-elle averti. Richard n'essaie pas seulement de contrôler ton argent, il essaie de contrôler ta vie, ton autonomie. Et la synchronisation de ces visites des 3 fils, cela semble coordonné, comme s'ils travaillaient ensemble. Ils se parlent à peine, ai-je argumenté, encore réticente à croire le pire de mes propres enfants. Richard et Paul ne peuvent pas rester dans la même pièce pendant 10 minutes sans se disputer. Et Antoine essaie toujours de plaire aux 2 et échoue. Des intérêts partagés peuvent unir même les adversaires les plus acharnés, a observé Odette, ses yeux d'universitaire analysant la situation avec une objectivité qui me manquait. Qu'est-ce que chacun d'eux a à gagner si tu es déclaré incapable? Ou, pire, la question a plané entre nous, lourde et troublante. Je n'ai pas pu répondre. Je ne voulais pas répondre. Le samedi, Richard est apparu de façon inattendue chez moi avec de bonnes nouvelles. Il avait tout résolu avec la banque. Les documents étaient en préparation et pour célébrer, les 3 frères avaient organisé un dîner spécial pour le lendemain, dimanche 7 octobre. « Chez toi, maman », a-t-il expliqué avec un enthousiasme qui sonnait répété. « Ce sera un nouveau départ pour notre famille. Paul viendra spécialement de la communauté pour cela. Il a même suggéré que nous fassions un petit rituel d'harmonisation familiale. Quelque chose de simple, juste nous 4. La mention d'un rituel a fait chuter mon estomac. Je me suis souvenu des paroles de Paul sur la transition et la libération, de l'intérêt soudain de Richard à me transférer dans une résidence sécurisée, de l'insistance d'Antoine pour que je fasse aveuglément confiance. « Ça semble merveilleux », ai-je répondu, feignant l'enthousiasme. « À quelle heure viendrez-vous » ? « Vers 8 heures, a dit Richard, semblant sincèrement soulagé par mon acceptation. « Nous apporterons tout, nourriture, boissons,
même un petit cadeau spécial pour l'occasion. Dès qu'il est parti, j'ai appelé Odette. Quand j'ai terminé de rapporter la conversation, il y a eu un long silence sur la ligne. « Ne va pas à ce dîner, Hélène », a-t-elle finalement dit, sa voix grave. « Ou plutôt, ne sois pas chez toi demain soir. Viens rester avec moi. Penses-tu vraiment que mes propres enfants projettent de me faire du mal ?» ai-je demandé, la voix tremblante à cette possibilité que je refusais d'envisager. « Je ne sais pas exactement ce qu'ils projettent », a-t-elle répondu soigneusement. « Mais il y a beaucoup de signes inquiétants, et je préfère être paranoïaque que d'avoir à regretter plus tard. S'il te plaît, Hélène, par précaution. J'ai accepté de passer la nuit chez elle, mais quelque chose en moi avait besoin de savoir. J'avais besoin de confirmer que mes craintes étaient infondées, que j'interprétais mal les actions de mes fils, qu'ils n'avaient pas conspiré pour me nuire. Le dimanche, j'ai préparé la maison comme si j'allais réellement recevoir mes fils pour dîner. J'ai dressé la table de la salle à manger avec la meilleure vaisselle, j'ai mis des fleurs fraîches au centre, j'ai même préparé quelques amuse-bouches. Vers 7 heures du soir, je suis discrètement sortie par l'arrière et suis entrée chez Odette par la porte latérale qui reliait nos jardins. Du bureau d'Odette au premier étage, nous avions une vue claire de l'entrée de ma maison et une vue partielle du salon à travers les fenêtres. À 8h15, une voiture s'est garée et mes 3 fils en sont descendus. Richard portait un porte-documents et une bouteille qui semblait être du champagne. Antoine tenait ce que j'ai reconnu comme mon gâteau préféré, d'une pâtisserie traditionnelle de la ville. Paul portait un petit sac en cuir que je n'avais jamais vu auparavant. Par la fenêtre ouverte, nous avons entendu la sonnette retentir à plusieurs reprises. Après quelques minutes sans réponse, Richard a utilisé sa propre clé pour entrer. Les 3 ont disparu dans la maison. « Nous devrions appeler la police maintenant », a chuchoté Odette. « Et dire quoi? Que mes fils sont entrés dans ma maison avec un gâteau et du champagne ?» ai-je répliqué. « Observons un peu plus. » Pendant ce qui semblait des heures, mais qui était probablement environ 40 minutes, il n'y eut aucune activité visible. Puis, des lumières se sont allumées dans mon salon, dont la fenêtre était partiellement visible depuis le bureau d'Odette. Des silhouettes bougeaient à l'intérieur. L'un de mes fils a fermé les rideaux, mais pas complètement, laissant une fente par laquelle il était encore possible de voir des fragments de ce qui se passait. C'est alors qu'Odette a eu l'idée d'utiliser son équipement d'enregistrement. En tant que professeure de littérature, elle enregistrait souvent des lectures et des analyses de textes pour ses étudiants, même après sa retraite. Son microphone directionnel de haute sensibilité, normalement utilisé pour capter clairement sa propre voix, pourrait potentiellement capter des sons venant de mon salon, étant donné la proximité des maisons et le silence de la nuit. Ce que nous avons entendu dans les 20 minutes suivantes m'a glacé le sang et détruit à jamais toute illusion que je pouvais encore avoir sur la nature de mes fils. Richard, sur un ton de réunion d'affaires. Doit paraître naturel, un AVC ou une crise cardiaque. Antoine, visiblement agité. Je ne sais pas si je peux faire ça. Et si ça ne marche pas? Et si elle souffre? Paul, avec un calme troublant. Le rituel va fonctionner. Le mélange va d'abord l'induire dans un état de transe. Elle ne sentira pas de douleur, juste une libération. Des fragments de phrases qui, ensemble, formaient une terrible mosaïque. Mes 3 fils, si différents en personnalité et vision du monde, avaient trouvé un terrain commun, la décision de mettre fin à ma vie. Richard pour le contrôle financier, Antoine probablement pour la promesse de libération de dettes, Paul par la conviction déformée qu'il m'offrait une sorte de libération spirituelle. Odette n'a pas hésité. Avec des mains tremblantes mais déterminées, elle a pris le téléphone et appelé la police. « Nous sommes en train d'assister à la planification d'un meurtre en cours », a-t-elle dit, la voix ferme. Au 873 rue des Ormes. 3 hommes préparent ce qui semble être un empoisonnement déguisé en rituel. La victime serait la propriétaire de la maison, qui par chance est ici avec moi. Les minutes qui ont suivi étaient surréalistes.
Nous avons vu par la fenêtre quand Paul a commencé à disposer des objets en cercle au centre de mon salon. Richard vérifiait des documents qui seraient vraisemblablement présentés après ma mort, un testament falsifié, des déclarations présignées. Antoine semblait de plus en plus nerveux, buvant directement à une bouteille qu'il avait sortie de sa poche. Et puis, les sirènes. Des lumières rouges et bleues se reflétant sur les murs. Le bruit de voitures freinant brusquement devant la maison. Des cris de « Police! Ouvrez la porte !» À travers la fente dans le rideau, nous avons vu la panique instantanée. Paul rangeant rapidement des objets dans le sac, Richard remettant des documents dans sa serviette, Antoine paralysé un instant avant de courir vers la salle de bain adjacente. Quand la police a enfoncé la porte, j'ai appris plus tard que cela avait été autorisé en urgence par le commissaire de service. Étant donné le risque imminent pour une vie, ils ont trouvé mes fils au milieu d'une scène qui serait plus tard décrite dans les rapports officiels comme troublante et sans équivoque préparatoire à un acte criminel. Dans le salon était disposé un cercle de bougies noires autour de ce qui aurait été ma place habituelle à table. Un verre spécial contenant un liquide que des analyses ultérieures identifieraient comme un mélange de puissants sédatifs et d'un poison à action lente qui simulerait les symptômes d'une crise cardiaque. Un carnet avec des notes détaillées de Paul sur le rituel de libération. Des documents signés avec des falsifications de ma signature, transférant la totalité de mes biens à une société contrôlée à parts égales par les trois frères. Et le plus effrayant, un petit coffre contenant des objets personnels m'appartenant. Mèches de cheveux, vieilles photos, même une brosse à dents usagée qui aurait été utilisée dans le rituel. Odette et moi sommes descendus jusqu'à ma maison seulement quand le commissaire nous a appelés. Le regard de mes fils quand ils m'ont vue entrer vivante dans la pièce, escortée par des policiers, contenait des émotions si complexes et contradictoires que même aujourd'hui, presque 3 décennies plus tard, je ne peux pas les déchiffrer complètement. La surprise, certainement, la colère dans certains cas, mais aussi de manière troublante, quelque chose proche du soulagement chez Paul, comme si ma présence le libérait d'une certaine façon de conclure l'acte terrible qu'ils avaient planifié. « Maman ?» C'est Richard qui a rompu le silence, sa voix un mélange d'incrédulité et de calcul, comme si son esprit formulait déjà des explications, des excuses, une version alternative des faits qui pourrait nous sortir de cette situation impossible. « Ne dites rien !» a interrompu le commissaire, un homme d'âge moyen aux yeux fatigués qui avait vu trop de tragédies familiales. « Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. » Ce qui a suivi était comme un cauchemar au ralenti. Mes 3 fils menottés et conduits hors de la maison, chacun dans une voiture de police différente. Les officiers collectant soigneusement les preuves, le liquide dans le verre, les documents falsifiés, l'étrange appareil rituel. Des questions interminables du commissaire, puis d'un enquêteur. Soupçonniez-vous que vos fils planifiaient quelque chose comme ça? Quand avez-vous remarqué un comportement suspect pour la dernière fois? Y avait-il eu récemment des discussions sur l'argent, les héritages, les propriétés? Votre fils cadet avait-il déjà montré un comportement ritualiste auparavant? J'ai répondu mécaniquement, comme si je parlais de personnages d'un livre, pas des garçons que j'avais bercés dans mes bras, à qui j'avais chanté des berceuses, pour qui j'avais rêvé à d'avenir brillant. À un moment donné, Odette m'a apporté un thé chaud et a placé une couverture sur mes épaules. Je tremblais incontrôlablement, malgré la chaleur de la nuit. Il était plus de 3 heures du matin quand les policiers ont finalement terminé leur travail préliminaire sur la scène. Le commissaire s'est approché de moi avec une expression mêlant compassion professionnelle et préoccupation humaine sincère. « Madame Mathieu Dupont, vous ne pouvez pas rester ici cette nuit. Cette maison est maintenant une scène de crime. Elle restera avec moi, » est intervenue Odette avec fermeté. Elle était déjà chez moi quand tout est arrivé. J'ai une chambre d'amis préparée. Le commissaire a acquiescé, mais avant de nous libérer, il a posé une dernière question, presque sur un ton d'excuse. En plus de 20 ans de carrière,
Je n'ai jamais vu des enfants planifier quelque chose comme ça contre leur propre mère. Avez-vous une idée de pourquoi ils feraient cela? J'ai regardé le salon que, quelques heures plus tôt, j'avais arrangé pour recevoir ma famille. La fine vaisselle maintenant mise en sac comme preuve, les fleurs se fanant dans la chaleur intensifiée par tant de personnes et de lumière, les objets macabres disposés en cercle là où il n'aurait dû y avoir qu'un repas partagé. L'argent, ai-je simplement répondu. Le contrôle. Et dans le cas de Paul, une distorsion malsaine de ce que signifie la libération. Mais au fond, commissaire, je pense que même eux ne le savent pas complètement. Le mal se reconnaît rarement comme tel. Les semaines suivantes ont été un flou de procédures légales, de gros titres sensationnels et d'une profonde restructuration de ma vie. Les 3 ont été maintenus en détention provisoire pendant que les accusations formelles étaient bien préparées. Tentative d'homicide qualifiée avec préméditation, association de malfaiteurs, falsification de documents, escroquerie. L'affaire a attiré l'attention nationale. Rituel macabre. Des fils planifient l'assassinat de leur mère pour l'héritage, titrait le plus grand journal de la région. Des reporters campaient devant la maison d'Odette, où je restais réfugié. Des voisins qui me saluaient à peine auparavant m'abordaient maintenant avec un mélange de curiosité morbide et de pitié mal dissimulée. L'enquête a révélé l'étendue de la conspiration. Depuis presque 1 an, mes fils planifiaient en détail ma mort. Richard avait systématiquement falsifié ma signature sur des documents qui transféraient des propriétés et des investissements. Antoine, pressé par des dettes de jeu beaucoup plus importantes que je ne l'imaginais, avait accepté le plan en échange d'un tiers de la succession. Paul, plongé dans des délires messianiques alimentés par l'isolement dans sa communauté, s'était convaincu, ainsi que ses frères, que le rituel non seulement garantirait le succès du plan, mais m'offrirait aussi une sorte de passage digne vers un autre plan d'existence. Des rencontres secrètes dans des hôtels de bord de route où ils ne seraient pas reconnus ensemble. Des communications via des téléphones publics et des messages codés laissés à des tiers, des études sur des substances qui simuleraient une mort naturelle. Tout méticuleusement documenté dans les notes que Paul avait naïvement conservées et qui servaient maintenant de preuve irréfutable de préméditation. Oui, ai-je simplement répondu. Richard n'a jamais eu de patience. Il a toujours voulu tout immédiatement depuis l'enfance. Le verdict fut unanime, coupable de toutes les accusations. Richard et Antoine ont été condamnés à 18 ans de prison chacun. Paul a reçu une peine légèrement moindre, 15 ans, en raison de rapports psychiatriques attestant de sa perception déformée de la réalité, bien que pas au point d'irresponsabilité pénale. Quand le juge a prononcé la sentence, j'ai regardé chacun d'eux, cherchant un signe de remords, de compréhension de la gravité de ce qu'ils avaient planifié, d'une quelconque étincelle des fils que je pensais connaître. Richard a maintenu son regard fixé droit devant lui, comme un général vaincu qui préserve encore sa dignité. Antoine pleurait silencieusement, les épaules affaissées en défaite totale. Paul m'a regardé directement pour la première fois et a murmuré quelque chose qui semblait être « pardon », bien que ses yeux contiennent encore cette terrible conviction de quelqu'un qui croit avoir raison malgré toutes les preuves du contraire. Vous suivez cette histoire jusqu'ici? Dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez ce récit. Il est important que plus de personnes connaissent les signes d'abus familial envers les personnes âgées, même quand ils viennent d'où on s'y attend le moins. Votre soutien aide à porter ce message à ceux qui pourraient être dans une situation similaire. Les années qui ont suivi ont été de profondes reconstructions, financières, émotionnelles, spirituelles. Avec l'aide de nouveaux avocats, j'ai progressivement récupéré le contrôle de mon patrimoine, bien qu'une partie significative ait été irrémédiablement perdue à travers des transactions frauduleuses difficiles à annuler. J'ai définitivement déménagé dans l'appartement d'Odette, qui a gentiment insisté pour partager son espace avec moi. À ce stade de la vie, a-t-elle argumenté, la compagnie vaut plus que l'intimité.
Notre amitié a évolué vers quelque chose de plus profond, un partenariat basé sur une confiance absolue, un respect mutuel et la compréhension unique qui naît d'avoir affronté ensemble une expérience aussi extraordinaire. Pendant les 2 premières années, je n'ai visité aucun de mes fils en prison. Les blessures étaient trop vives, les souvenirs trop présents. J'ai reçu des lettres, principalement d'Antoine, quelques-unes de Paul, aucune de Richard. Je les ai toutes lues, mais n'ai pas répondu. Je ne savais pas quoi dire au fils qui avait pleuré dans mes bras pendant les orages et qui avait ensuite accepté de m'empoisonner. Je n'avais pas de mots pour le garçon sensible qui avait grandi pour croire que me libérer par la mort était un acte d'amour déformé. Ce n'est qu'à la 3e année que j'ai finalement accepté de rendre visite à Antoine, poussé en partie par les rapports selon lesquels il était entré dans une profonde dépression et avait tenté de se suicider en prison. Nous nous sommes rencontrés dans la salle des visites, séparés par une table en formica usée. Il avait vieilli de décennies en quelques années, les yeux creusés et sans éclat, les mains tremblant légèrement même en l'absence d'alcool. « Maman » dit-il, la voix presque méconnaissable tant elle était rauque et basse. « Je ne sais même pas par où commencer. »« Moi non plus, » ai-je répondu honnêtement. « Peut-être par le début. »« Que vous est-il arrivé, Antoine ? À quel moment mes fils ont-ils décidé que je valais plus morte que vivante ?» La conversation qui suivit fut douloureuse, cathartique et révélatrice. Antoine a parlé de dettes de jeu astronomiques qu'il avait mises à la merci des usuriers, de comment Richard avait offert une solution qui bénéficierait à tous. Antoine libéré des dettes, Richard avec le contrôle total des affaires, Paul avec un financement garanti pour son centre spirituel. Au début, il s'agissait juste de manipuler des documents, de te faire transférer certaines choses, a-t-il expliqué, les yeux fixés sur la table. Puis c'est devenu cette idée de te déclarer incapable. Et ensuite, sa voix s'est brisée, les larmes venant finalement en torrent. Paul a commencé avec ses histoires de rituels, de passages sans douleur. Richard a calculé combien il en coûterait de te garder dans une clinique pendant des années indéfinies versus l'alternative. Et moi, j'étais trop désespérée pour dire non. « Tu aurais pu venir me voir, ai-je dit, surprise par le calme dans ma propre voix. Tu aurais pu demander de l'aide directement. J'aurais fait n'importe quoi pour toi. »« Je sais, » sanglota-t-il. « Mais la honte, l'orgueil, j'ai préféré conspirer pour tuer ma propre mère plutôt que d'admettre que j'avais ruiné ma vie avec les paris. Je suis sortie de cette rencontre avec un mélange d'émotions contradictoires, une ombre de compassion pour le fils brisé devant moi, mais aussi la certitude que certaines trahisons sont trop grandes pour permettre un véritable pardon. Des mois plus tard, j'ai rendu visite à Paul. Notre conversation fut significativement différente. Il parlait comme quelqu'un qui habitait partiellement un autre monde, alternant entre des moments de lucidité douloureuse et des divagations sur les énergies cosmiques et la purification spirituelle. « Je croyais vraiment que je t'aidais, » a-t-il insisté, ses yeux maintenant médicamentés plus calmes, mais gardant encore cet éclat troublant. « Je te voyais attaché aux préoccupations matérielles, à la souffrance physique qui viendrait avec l'âge. Je voulais offrir la libération. La libération par la mort, Paul, c'est un meurtre, pas une libération. Maintenant je le vois, » a-t-il admis, baissant les yeux. Les médicaments, la thérapie, m'aident à séparer la réalité de l'illusion. Mais à l'époque, cela semblait si clair, si juste. Richard fut le dernier que j'ai visité, presque 5 ans après l'incarcération. Contrairement à ses frères, il avait prospéré d'une certaine façon dans l'environnement carcéral. Il était devenu conseiller financier d'autres détenus, avait gagné le respect de l'administration par son organisation et sa discipline, avait même commencé à donner des cours de mathématiques financières dans le programme éducatif de la prison. Notre rencontre fut froide, presque formelle, comme une réunion d'affaires. Il n'y eut pas de larmes, ni de grandes confessions émotionnelles. « J'ai commis une erreur de calcul, dit-il, comme s'il discutait d'une transaction commerciale échouée.
J'ai sous-estimé ta résilience et surestimé ma propre intelligence. Une erreur de calcul? Ai-je répété incrédule. Tu as planifié mon assassinat, Richard. Tu as falsifié ma signature, volé mon argent et organisé un plan pour m'empoisonner. Il a soutenu mon regard sans ciller. Et j'en paie le prix, n'est-ce pas? 18 ans de ma vie. Tout ce que j'ai construit, détruit, ma réputation, ruinée. Ça a été une mauvaise affaire pour tous les concernés. Je suis sortie de cette rencontre avec la certitude que Richard était, et avait toujours été, un sociopathe fonctionnel, quelqu'un capable d'imiter les émotions humaines quand c'était commode, mais fondamentalement incapable de véritable empathie ou remords moral. Au fil des ans, j'ai maintenu un contact intermittent avec Antoine et Paul. Des lettres occasionnelles, des visites rares mais significatives. Tous deux ont participé à des programmes de réhabilitation, à des thérapies individuelles et de groupe. Tous deux ont exprimé des remords de façon qui, bien qu'imparfaite, semblait authentique. Richard, en revanche, est resté distant et calculateur, n'envoyant que des cartes d'anniversaire formelles avec des messages génériques qui auraient pu être écrits pour n'importe qui. Pendant ce temps, ma vie avec Odette a fleuri dans une direction inattendue. Nous avons commencé à donner des conférences ensemble sur l'abus financier envers les personnes âgées, utilisant mon expérience personnelle et sa perspective académique pour éduquer les autres sur les signes avant-coureurs. Nous avons écrit un livre, Liens de sang, nœuds d'argent, l'abus financier dans les relations familiales, qui est devenu une référence pour les professionnels travaillant dans le droit des personnes âgées. À 75 ans, quand Odette est décédée paisiblement dans son sommeil après une brève maladie, j'ai réalisé que j'avais trouvé dans mon amitié tardive avec elle quelque chose de plus précieux et authentique qu'en des décennies de maternité idéalisée. Odette m'a vu complètement, mes peurs, mes forces, ma capacité à recommencer, et m'a aimé non par obligation biologique, mais par choix conscient. Richard a purgé 12 ans de sa peine avant d'être libéré pour bonne conduite. J'ai appris sa libération par une lettre formelle de son avocat, m'informant qu'il respecterait toutes les ordonnances restrictives et ne tenterait pas de contact. D'après ce que j'ai entendu de connaissances communes, il a reconstruit une vie modeste à l'étranger, utilisant ses compétences financières pour travailler comme consultant indépendant, se tenant délibérément à l'écart des cercles qu'il fréquentait auparavant. Antoine a été libéré après 10 ans, ayant reçu des réductions supplémentaires de peine pour travail et études en prison. Notre relation après sa sortie a été prudente, marquée par des limites claires de ma part et une humilité persistante de la sienne. Il n'a plus jamais bu, a fréquenté religieusement les réunions des joueurs anonymes et a finalement épousé pour la 3e fois une thérapeute qu'il avait rencontrée durant son processus de rétablissement. Aujourd'hui, il mène une vie simple comme professeur de mathématiques dans un lycée public de Tours et nous nous parlons au téléphone quelques fois par an. Paul fut le dernier à sortir après avoir purgé presque toute sa peine. Sa transition de retour à la société fut la plus difficile. Des années de médication pour contrôler ses délires avaient laissé des séquelles, mouvements involontaires, difficultés de concentration, périodes d'apathie profonde. Il vit aujourd'hui dans une résidence assistée pour personnes souffrant de troubles psychiatriques où il entretient un petit jardin et donne des cours de méditation aux autres résidents. Je lui rends visite 2 fois par an, conversation toujours étrange mais ponctuée de moments de connexion humaine authentique. Parfois, je me demande si j'ai échoué en tant que mère, s'il y avait des signes que je n'ai pas vus, des moments cruciaux où j'ai pris de mauvaises décisions, des valeurs que je n'ai pas réussi à transmettre adéquatement. Mais avec le temps, j'ai appris que certaines questions n'ont pas de réponse satisfaisante, que les êtres humains sont trop complexes pour des explications simples de cause à effet, et que même l'amour le plus dévoué ne garantit pas les résultats que nous espérons. Aujourd'hui, à 94 ans, je vis seule dans un petit appartement adapté à mes besoins. Je reçois une aide quotidienne pour les tâches les plus lourdes, mais je maintiens mon indépendance dans les décisions grandes et petites de la vie.
Mon patrimoine est soigneusement protégé par un système d'administration fiduciaire qui garantit à la fois ma sécurité actuelle et l'impossibilité de manipulation future. L'appartement est décoré avec des souvenirs de ma longue vie, des photographies de mes parents, quelques objets qui appartenaient à Édouard, des livres qu'Odette m'a laissés, des cadeaux d'amis que j'ai rencontrés au fil des ans. Il n'y a pas de photographie de mes fils en vue. Je les garde dans un album au fond d'un tiroir, non par colère ou ressentiment continu, mais parce qu'elles représentent une partie de mon histoire que je préfère ne pas revisiter quotidiennement. Les gens me demandent souvent comment j'ai survécu psychologiquement à la trahison la plus fondamentale qu'on puisse imaginer. La vérité est que ce fut un voyage long et non linéaire, avec des jours de force surprenante et des nuits de désespoir écrasant. J'ai travaillé avec divers thérapeutes au fil des ans. J'ai expérimenté des groupes de soutien, des méthodes de guérison alternatives, des pratiques spirituelles. Ce que j'ai découvert, c'est que le pardon, contrairement à ce que beaucoup prêchent, n'est ni une obligation morale, ni un état final à atteindre. C'est un processus continu, un choix quotidien de ne pas permettre que le poison de la haine consume ce qui reste de vie. Je n'ai pas pardonné à mes fils au sens traditionnel. Je n'ai pas absous leurs actions, ni rétabli la confiance brisée. Mais j'ai trouvé une façon de continuer à vivre sans que la colère et le chagrin définissent mon existence. J'ai aussi découvert que les relations choisies, des amitiés profondes comme celles que j'ai eues avec Odette, des connexions significatives avec des personnes qui viennent à mes conférences, même l'affection occasionnelle de l'aide-soignante qui m'assiste 3 fois par semaine, peuvent être aussi, voire plus nourrissantes que celles déterminées par le sang. L'expérience d'avoir presque été tué par ses propres enfants dans un rituel macabre n'est pas quelque chose que quiconque devrait vivre. Mais ayant survécu, j'ai trouvé en moi une force que je ne savais pas exister, une capacité à affronter le pire que la vie puisse offrir et à trouver encore de la beauté, du sens et de la connexion de l'autre côté. S'il y a une leçon que je voudrais partager avec d'autres personnes âgées, c'est celle-ci. Faites confiance à vos instincts. Quand quelque chose semble incorrect dans la façon dont vos biens sont gérés, quand les explications n'ont pas de sens, quand vous vous sentez subtilement infantilisé ou écarté des décisions importantes, soyez attentifs. Ce sont souvent les premières manifestations d'abus qui, si elles ne sont pas confrontées, peuvent s'aggraver vers des situations bien plus dangereuses. Et pour les plus jeunes, rappelez-vous que vieillir ne signifie pas perdre sa valeur ou ses droits, que vos parents et grands-parents méritent le même respect et la même autonomie que vous espérez pour vous-même, que la patience et la compréhension que nous consacrons aux personnes âgées dans nos vies sont un reflet non seulement de notre caractère, mais de la société que nous construisons, une dans laquelle nous vieillirons tous éventuellement. La nuit où mes fils ont planifié ma mort dans un rituel macabre fut le point le plus sombre de ma vie. Mais ce que la police a trouvé cette nuit-là, pas seulement les preuves physiques de conspiration, mais la révélation crue de la capacité humaine à la trahison, m'a finalement conduite à une vie de plus grande authenticité, d'objectif et paradoxalement de liberté. Comme on dit, parfois il faut traverser l'enfer pour trouver le ciel de l'autre côté. Si cette histoire vous a touché d'une façon ou d'une autre, partagez-la pour que plus de personnes puissent reconnaître les signes d'abus envers les personnes âgées. Laissez dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Ensemble, nous pouvons créer un réseau de protection et de soutien pour ceux qui en ont le plus besoin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour découvrir plus de témoignages de dépassement de soi et de résilience.